Ce matin, on va commencer avec la première table ronde dont l'intitulé que vous avez dans les pochettes était « Quel processus et conséquences de l'entrée de l'EPS au ministère de l'Éducation nationale ?» Et comme question de concours, en quoi et comment cette évolution interroge la discipline aujourd'hui. Pour ça, nous allons avoir 3 intervenants, mais avant de les présenter, je voudrais expliquer pourquoi on a choisi cette thématique-là. Notre discipline, elle a une histoire particulière. Alors, qu'on a pu caractériser, alors on l'a vu dans le nombre de copies qu'on a écrites, certains ont pu corriger, la fameuse citation d'Alain Évra, une discipline à part entière, entièrement à part. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu historiquement, de la gym militaire à la gym hygiéniste de grand-papa, pour rappeler l'article de la l'EPS, en passant par l'éducation naturelle d'Hébert, ou celle du sportif de Maurice Paquet, jusqu'à l'EPS de la complexité, des champs d'apprentissage, avec dernièrement le DSEC ou le bouger 30 minutes. Bref, l'EPS, ou ce qu'on en donne comme image, a montré de multiples facettes qui ravissent probablement les étudiants et étudiantes qui préparent les clients du concours, mais qui interrogent certainement aussi les enseignantes et les enseignants sur son identité actuelle et sur celle à venir. Or, pour comprendre l'actualité, ces évolutions entre guillemets modernes, il est nécessaire souvent de remonter aux sources pour en retrouver les origines. C'est en ce sens que l'historien Le Goff déclarait « lire dans le passé les questions du présent ». Et ça nous semble nécessaire pour voir apparaître en fait l'enchaînement des processus, distinguer les déterminants structurels, conjoncturels, liés au contexte, qu'ils soient politiques, sociaux, économiques. En d'autres termes, poursuivre de façon un peu plus précise l'enchâssement des fils qui sont souvent emmêlés et comprendre les transformations qui peuvent être par moments lentes, silencieuses et par d'autres brutales et rapides. Hashtag Jean-Michel Blanquer. Et pour cela aussi, comme le soulignait Fernand Braudel, déjà ça fait en 1958, il est utile de dépasser la seule analyse du temps court. Et c'est dans ce sens qu'on a voulu interroger l'histoire pour avoir une compréhension moins superficielle, en analysant justement les évolutions sur un temps plus long. C'est ce que nous proposons de faire ce matin avec nos 3 intervenants qui, chacun et chacune à leur façon, par leur parcours, leurs engagements respectifs, sont des acteurs et actrices du champ de l'EPS. Afin d'ouvrir et d'enrichir les débats qui suivront, les présentations, qui dureront 10 à 15 minutes, je le rappelle, on posera une question un peu propre à chacun et chacune, liée à leur rôle singulier, l'acteur, en tant que chercheur, en tant qu'enseignant, en tant que militant syndical, et une seconde un peu plus commune, qui fera le lien en tout cas avec la thématique proposée. On va donc commencer avec Michael Attali. Michael Attali qui est historien du sport et de l'éducation, professeur des universités à l'ESSAT de Rennes 2, où il dirige notamment, allez les acronymes, le laboratoire DIMS 2, et est responsable du master DISC, vous vous débrouillez avec ça, mais ce sont des sciences sociales, en lien avec la socialisation, le sport et la culture. Puis après Michael Attali, nous donnerons la parole à Léa Gottman, qui est enseignante au département sciences du sport et éducation physique de l'ENS à Rennes, et qui fait également l'une des copilotes des assises nationales de l'EPS qui se sont tenues les 26 et 27 mars derniers, et auxquelles probablement plusieurs parmi vous ont déjà participé. Enfin, nous terminerons avec Jules Lafontan, ancien secrétaire général du SNEF-FSU entre 1997 et 2007, et donc aux premières loges des mobilisations et propositions syndicales durant cette période, et au contact des politiques en charge des questions d'éducation et d'EPS. Il est par ailleurs aussi président du centre EPS et Société qui édite la revue Contre-Pied, dont une partie d'entre vous a un exemplaire dans sa pochette, et les autres pourront récupérer ce soir ou demain, puisqu'on n'en avait pas assez pour les distribuer au moment où on a fait les pochettes. Donc je vous propose de commencer. Michael, 2 questions donc. La première, en tant qu'historien, est-ce que tu peux nous préciser, après tes recherches et tes analyses, les principales conséquences qui sont encore perceptibles aujourd'hui de l'entrée de l'EPS au ministère de l'Éducation nationale? Et j'en profite pour rappeler que les éléments qui vont être évoqués là figurent aussi pour certains en partie dans le livre que vous avez dans vos pochettes et qui a été notamment coordonné par Michael Attali. Deuxième question, un peu plus précise. Tu peux signer en juin 2020 une tribune dans Libération avec d'autres acteurs, Guillaume Ditch, Serge Durali, Catherine Nouveau, Alain Elbra, Philippe Herriot. Une tribune contre l'ubérisation de l'enseignement des APS. Et j'aimerais que tu nous dises quels sont selon toi les processus à l'œuvre sur le temps long qui permettent d'expliquer justement cette ubérisation que vous évoquez. Notamment, il y a la formation, la réglementation, les modes de financement, et ainsi de suite. Voilà, comme j'ai trop parlé, je m'arrête et je te laisse la parole pour 10-15 minutes. 10-15 minutes, t'es vraiment sûr? Parce que la première question... Ah, je crois qu'il y avait 3 heures en fait. Je
vais essayer d'y répondre de manière très concise, donc du coup peut-être un petit peu caricaturale. Mais d'abord, je voudrais remercier toute l'équipe du SNEP Bretagne de l'invitation et de l'organisation de ce type de journée, parce que je trouve que c'est toujours super intéressant de pouvoir échanger. Je parle plus fort, la rage. Je pensais que le micro était beaucoup plus puissant que ça. Donc je disais que c'était toujours intéressant de pouvoir échanger avec les collègues. Et puis voilà, justement de discuter un petit peu des travaux que l'on peut mener dans les équipes de recherche. Alors, pour répondre à la première question, alors, je vais commencer peut-être par quelque chose d'un petit peu décalé, en disant que en fait 81, en tant que tel, ça ne change pas grand-chose. Tu as fait référence à Braudel et à d'autres grands historiens. Effectivement, la notion de rupture en histoire, c'est une notion qui est très contestée, et elle est d'autant plus contestée quand on s'y intéresse par l'intermédiaire de l'éducation physique, parce qu'effectivement, le changement profond, notamment en matière pédagogique, il débute pas en 81, il débute vraiment au début des années 70, mais qui est pour moi une période, j'allais dire, assez magique en fait, en termes d'innovation, d'expérimentation, de transformation des modalités d'enseignement, et c'est vraiment là que se constitue, on va dire, la matrice de l'éducation physique des années 80, 90, voire même 2000, telle qu'on la connaît aujourd'hui. On va dire que 81, c'est presque un aléa, c'est un moment politique important pour notre pays, pour l'institution scolaire, mais pour ce qui est de l'éducation physique, en fait, les mouvements vont être beaucoup plus longs, et c'est pas immédiatement après 81 que les choses vont évoluer. C'est pour ça que, là aussi, pour en avoir discuté aussi un petit peu avec Alain Ebrard, il est maintenant assez d'accord pour dire que ça ne s'est pas joué d'un coup de baguette magique. Alors, pour quand même essayer peut-être de préciser un certain nombre de points, moi je dirais que ce qu'on peut voir depuis 81 par rapport aux périodes qui ont précédé, il y a peut-être plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est un mouvement d'homogénéisation des pratiques d'enseignement. C'est-à-dire qu'on a été face à une discipline depuis très longtemps, depuis au moins la fin du 19e, qui était très plurielle, qui était très hétérogène. À certains moments, on avait presque l'impression qu'il existait autant de PS que d'enseignants. Je caricature, mais à peine en fait. La trame transversale n'était pas si évidente que ça. À partir des années 80-90, alors évidemment, voilà l'effet peut-être des IO 85-88, mais pas tant que ça, mais surtout l'effet des programmes. On a quand même un mouvement d'homogénéisation qui se met en place, et on commence à saisir un petit peu ce qui s'apprend et ce qui s'enseigne en éducation physique de manière homogène, mais c'est aussi le produit des choix et des arbitrages qui ont pu être menés sur le terrain dans les années 70. Le deuxième élément, c'est peut-être un retour à une forme de rationalité, et notamment une rationalité pédagogique qui était très présente évidemment dans l'entre-deux-guerres, et qu'on voit réémerger dans les années 80, 90, 2000. Alors évidemment, parfois jusqu'à la caricature. Moi, il se trouve que j'étais étudiant en STAPS à Marseille dans les années 90. J'étais un grand traumatisé de Pinot, en fait, parce qu'à tous les 2 mois, à chaque fois qu'un numéro de la revue EPS sortait, il y avait ces fameux articles de Pinot, genre 3-4 pages, il nous posait un nouveau truc, mais qui n'avait rien à voir avec le truc de mois avant, en fait. Et nous, on préparait le CAPES, on disait, mais c'est quoi ce machin là, c'est quoi le PS en fait? On était un petit peu perdus, mais voilà, on voyait bien qu'il y avait cette volonté de cadrer, de rationaliser, et voilà, avec, je disais par exemple, les nouveaux grammes, où je crois que personne n'a totalement bien compris ce que c'était, à quoi ça servait, mais il se trouve que voilà, c'était cette volonté de faire, de donner l'impression que l'éducation physique était vraiment une discipline qui était rationnelle et qui était carrée. Alors, le troisième point peut-être, quant aux conséquences et aux retombées, mais je disais, on peut en trouver plein d'autres. Alors cette fois-ci, peut-être une retombée qui
pourrait faire l'objet d'une discussion, hein, c'est peut-être cette mise à distance à l'égard de la culture, parce que moi je reste convaincu que l'un des atouts majeurs de l'éducation physique, hein, c'était sa proximité, son adéquation, le sens qu'elle pouvait avoir pour nos élèves quant à ce qu'il y avait à enseigner, en fait, et évidemment le fameux rapport au sport. Et peut-être que le retour à l'éducation nationale a conduit à mettre à distance, pour plein de raisons, hein, peut-être bonnes, parfois mauvaises, l'objet sportif, dans un moment où en plus le sport n'a posé que des problèmes éducatifs. Hein. Voilà, les années 80-90, hein, pour certains on les a vécus, hein, c'est les affaires de dopage qui sont rendues publiques, c'est les questions liées à la formation des jeunes joueurs ou des jeunes athlètes, donc des questions qui étaient et qui sont toujours profondément éducatives, mais dont l'éducation physique ne s'est pas saisie. Et d'ailleurs, les acteurs politiques ou les acteurs publics ont totalement oublié qu'il existait une éducation physique et sportive. Hein. Je trouve qu'il y a 15 jours, j'étais au cabinet de la ministre, des Sports, et je discutais avec un conseiller et sur 2024, sur les jeux, sur l'héritage et sur tous ces machins. Et le conseiller, à un moment donné, j'aborde la question de l'éducation physique en disant, vous savez quand même, en France, il existe quelque chose qui est assez extraordinaire, hein, que finalement beaucoup de pays nous envient, qui s'appelle l'éducation physique. Et peut-être faudrait-il aussi être un petit peu plus ambitieux sur ce qu'elle peut apporter, sur ce que les enseignants ont à dire, etc. etc. Et le gars, c'est un jeune super ouvert, super intéressant. Il me dit, mais vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur l'éducation physique, là, parce que j'ai du mal à saisir un petit peu. Ah ouais, mais vous savez, quand même, ça pèse lourd. Je dis, vous savez combien il y a d'enseignants 3 000, 4 000 non, il y en a pas 3 4 000, il y en a 35 40 000 quand même. C'est pareil. Donc on voit qu'en fait, l'éducation physique, c'est devenu un truc, un astéroïde un petit peu lointain pour les décideurs politiques. Et c'est peut-être aussi l'un des effets, l'une des retombées de cette période post-80. Et peut-être y aurait-il du terrain à regagner en fait et à montrer en quoi effectivement le PS a beaucoup de choses à dire sur ce qui se passe aujourd'hui et en particulier évidemment dans le domaine du sport. Alors quant à la tribune, ça fait combien là? Ça fait 3 minutes. Je suis tranquille, évidemment. Je te dirais que ça sera 2 minutes. Après il y en a un là qui va envoyer du lourd. Quant à la tribune sur l'ubérisation, en fait on l'a écrite assez vite parce qu'on était un peu énervé. Rappelez-vous, hein, c'était l'après-confinement, on en avait ras-le-bol de rester chez nous, hein, d'utiliser Google Maps pour courir dans un rayon de 1 km autour de la maison, de se donner nous-mêmes l'autorisation de sortir. Truc un peu schizophrénique, hein. Bref, et on a un mec là qui nous sort le 2S2C au début de l'été. Effectivement, on commence à regarder les textes qui sont produits autour du 2S2C, et on se dit mais il a pété un câble, quoi. Il sait pas de quoi il parle. Et en fait, on se dit mais ça y est, on nous resserre le couvert d'une éducation physique qui n'est qu'un défoulement, d'un délassement, d'une compensation. Alors pourquoi pas, hein, moi je trouve c'est pas non plus inintéressant de considérer l'éducation physique, mais en fait ce 2S2C aboutissait au fait qu'il n'y avait plus rien à apprendre en fait. Et on voit bien l'un des dégâts ou l'un des effets collatéraux, c'est ce fameux bouger de plus, hein, qu'on essaie aujourd'hui de nous vendre. Mais comme je le dis souvent aux étudiants, je ne suis pas sûr que bouger soit éduqué, hein. Enfin, je suis même certain. Et on voit que finalement on est en train de galvauder tout le contenu éducatif, le contenu culturel que doit avoir toute discipline scolaire. Et effectivement, on a considéré qu'on était dans cette ubérisation à la fois de l'école, mais aussi de l'éducation physique, hein, et qu'il s'agirait uniquement d'organiser des accueils, d'abord à l'école primaire, et puis probablement dans un délai qui se rapproche au collège et au lycée. Et finalement, on vendrait du rêve à des élèves et à des parents d'élèves en leur disant, voyez, vous pouvez choisir, en fait, le monde est merveilleux, choisissez ce que vous voulez, mais on sait très bien, hein, et là il y a plein de travaux qui l'ont montré, que ce soit des travaux en histoire, en sociologie,
en sciences de l'intervention, hein, qu'évidemment on ne choisit que ce que l'on connaît. Enfin, c'est bête à dire, hein, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais quand même, et donc forcément si nos élèves ne sont pas outillés, ne sont pas armés pour choisir, ben, en fait ils vont choisir que ce que les médias leur montrent. Ils vont choisir des choses un petit peu caricaturales et en fait on va appauvrir, on va assécher les apports que peut avoir toute discipline scolaire, et encore une fois à partir, enfin, notamment l'éducation physique. Donc c'est vraiment dans cette logique-là qu'on a voulu réagir, mais malheureusement je pense que le processus est quand même encore bien enclenché et effectivement la lutte, puisqu'on est dans une journée du SNEP, la lutte à mon avis ne fait que, peut-être pas que débuter, mais doit être soutenue, et il faut vraiment être attentif quant au glissement de ce type d'approche ou de posture. Merci Miguel. Alors déjà, pour avoir beaucoup de questions dans un temps que j'aurais réfléchi. Merci beaucoup. T'étais mauvais homme tout à l'heure. Ça c'est vrai, je dirais pas de qui ça venait. Il y a trop de monde devant. Donc merci pour tes éléments. Bien entendu, ce temps il est extrêmement court. C'est impossible de répondre en détail à la question et de poser les éléments. C'est la raison pour laquelle on a demandé que ce soit court pour après avoir un temps d'échange dans la salle et de pouvoir développer plus amplement. Bien entendu, on pourra, et sur les trois intervenants et la salle, revenir plus en détail sur les éléments qui ont été évoqués. Je vous propose maintenant d'enchaîner. Alors on va faire un petit bond en avant avec Léa que j'ai présenté tout à l'heure. Et alors Léa, je vais poser deux questions. Une première, comme je disais, qui est un peu plus spécifique. Et je vais prendre appui sur un ouvrage qui est sorti récemment, là, vous avez peut-être vu passer, sur biologie chez Serge Lurani, sur l'histoire politique de l'éducation physique. Et dans leur livre, en fait, qu'ils soient acteurs, qu'ils soient chercheurs, on peut dire qu'il y a des enseignants qui constatent, voire qui regrettent, un glissement d'une identité d'enseignant de PS vers celle d'une identité d'éducateur. Je fais un peu le lien avec ce que tu évoquais juste avant, Michael. Du fait des transformations institutionnelles de l'EPS, la formation initiale, des concours, des programmations, évaluations, bref, avec une forme de mise à distance de la connaissance des achats qui n'apparaît pas, ou qui n'apparaît plus aussi fondamentale qu'elle l'était avant. Et moi j'aimerais que tu nous dises, dans un premier temps, comment est-ce que tu analyses toi ce glissement, et notamment le travail que tu as fait sur l'analyse des attentes à l'épreuve de leçon, dans les rapports de jury, où tu évoquais, j'exige notamment une meilleure explicitation, une meilleure opérationnalisation de ce qui est appris, et qui en même temps regrettait les lacunes sur la connaissance des APSA des candidats. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, plus en lien avec justement ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir que tu as copiloté les assises nationales en mars 2022, avec l'objectif qui était annoncé de dépasser par une question commune, justement les ambiguïtés qui pèsent sur la discipline. Les ambiguïtés qu'on a été évoquées tout à l'heure, et notamment sur le contenu même ou la matrice, et dans l'objectif de dessiner, alors modestement, mais ce qui pourrait être le PS de 2050. Il y a eu une synthèse des consultations qui ont été publiées dans la revue EPS en juin 2022, si je ne me trompe pas. Et j'aimerais que tu nous en donnes en fait les évolutions perceptibles que tu as pu voir, et nous dire en quoi peut-être ils s'inscrivent alors en proximité, en rupture, avec les évolutions qui ont pu être évoquées là, à savoir justement sur une forme d'ubérisation de l'enseignement, de la formation, de la mise à distance des APSA ou du sens culturel, et aussi peut-être de la finalité santé, qui n'a pas été évoquée là, mais en tout cas qui avait été évoquée, je crois, dans celle-ci. À toi. Merci, David. Merci beaucoup pour l'organisation de cette journée aussi. Alors, il y a beaucoup de choses dans toutes les questions. J'aime bien votre façon de faire les tables rondes avec 15 questions différentes pour chaque personne. Si vous êtes fort. Je vais essayer de donner quelques pistes. Ok. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ok, vous tombez. Magnifique. Tu as lu? C'est mieux comme ça? Alors déjà sur la première question, sur la question du glissement entre l'enseignant vers un éducateur, je trouve que c'est une vision un peu caricaturale finalement des deux, parce que d'un côté on pourrait dire qu'il y a des enseignants qui enseignent des savoirs ou une culture, et de l'autre des éducateurs qui transmettraient des valeurs ou d'autres formes de compétences. Et en fait, cette vision caricaturale, elle amène à une distinction entre les deux qui me paraît vraiment limitée et qui renvoie à notre façon de toujours catégoriser, mais que ce soit les apprentissages, les contenus. Ça me fait penser moi à la
la segmentation entre des contenus moteurs, méthodologiques et sociaux qui finalement n'ont pas beaucoup de sens. Et on sait très bien que dans l'activité réelle des enseignants et des élèves, cette distinction entre des savoirs peut-être culturels ou des APSA et des valeurs ou des dimensions méthodologiques et sociales, tout est imbriqué dans la réalité de l'activité d'un élève. Et donc en fait cette vision-là d'un glissement de l'un vers l'autre me paraît être un peu un faux débat, et si on va là-dedans, en fait on continue ce débat éternel de la segmentation de l'activité des élèves et des enseignants. Et je crois que c'est une erreur qui nous met en difficulté et qui nous rend peu lisibles sur vraiment ce qu'on fait en EPS et ce qu'on apprend. Et du coup, cette question-là, pour moi, sur les concours, elle est importante parce que l'épreuve de la leçon, donc effectivement, il y a de plus en plus d'attentes sur cette épreuve de la leçon. Il y a une complexité à avoir. On a à la fois la connaissance des APSA, des élèves dans l'APSA. On doit à la fois expliciter des objectifs d'apprentissage, les opérationnaliser, les rendre lisibles, montrer les catégories, les profils d'élèves dans les dimensions motrices, méthodologiques et sociales. Enfin, c'est un espèce d'une complexité qui est énorme. Et effectivement, on a cette tendance à vouloir de plus en plus expliciter et opérationnaliser les leçons, mais avec un ensemble de contraintes qui font que ça devient mission impossible pour les candidats. Et donc, dans les rapports de jury, effectivement, c'est souvent ce qui est critiqué, la faible connaissance des APSA, mais c'est surtout des élèves dans les APSA. Et donc là, ça rejoint des questions de formation aussi, avec une tendance toujours dans cette segmentation qu'on a dans la culture STAPS et la culture EPS, avec des cours théoriques d'un côté, des cours de didactique des APSA de l'autre, et on demande en fait aux candidats, le jour d'une leçon dans un temps contraint, de tout articuler, de relier des connaissances scientifiques, professionnelles, institutionnelles, de relier les activités motrices, méthodologiques et sociales, alors que même les sujets en tant que tels parfois les séparent. Enfin, ça demande une complexité importante, et en fait cette critique-là sur l'évolution des concours, elle doit être importante à avoir par rapport aux attentes qu'on fait, et notamment de la formation derrière. Mais ça pose aussi la question de ce qu'on entend et de se mettre d'accord aussi sur les apprentissages qu'on fait en EPS. Et ça, c'est une question qui est encore compliquée. On demande aux candidats sur la leçon de mettre en évidence en quoi est-ce qu'un dispositif ou une leçon permet de tels apprentissages, vraiment d'expliciter quels sont les apprentissages que les élèves vont faire. Et là encore, entre les différentes catégories qu'on a dans les programmes qui changent régulièrement, entre les différentes catégorisations qu'on a aussi en formation, font qu'on ne sait pas vraiment finalement qu'est-ce que font les élèves réellement. Et la segmentation, j'y reviens, entre le moteur, le méthodologique et social, à mon avis, il y a une vraie complexité, et on demande vraiment aux candidats de les relier ensemble. Donc ça, c'était un premier point là-dessus. Je pense qu'il faut que, et ça va faire le lien avec la deuxième question sur les assises, peut-être chercher à simplifier un peu plus la façon dont on envisage l'activité des élèves, revenir à cette question du rapport au corps, aux techniques corporelles, à ce que vivent les élèves et aux expériences vécues. Et donc ça, sur les assises, ça a été quand même des vraies discussions sur... on est tous d'accord sur les finalités auxquelles doivent répondre l'EPS, il y en a beaucoup, et des pistes qui ont été évoquées, c'est la question de prioriser selon les temps de la vie et les temps de l'âge des élèves à l'école, et surtout derrière de s'intéresser beaucoup plus aux expériences vécues des élèves, des expériences culturelles qu'ils peuvent vivre, mais aussi des expériences peut-être qui se détachent des... Alors je sais que on va pas être d'accord là-dessus, mais en tout cas sur les assises, ce qui est ressorti, c'est cette question de sortir peut-être de certaines APSA que l'on a d'habitude pour se recentrer sur le corps, sur des éléments d'expérience vécue, de techniques corporelles, et donc de se recentrer sur ce que vivent les élèves. On a quand même des rapports sur les expériences que peuvent vivre les filles, notamment, ou les élèves plus en particulier en EPS, qui sont assez catastrophiques. Et cette question, il faut aussi la prendre à bras le corps sur ce que vivent les élèves et le rapport plus ou moins positif ou négatif qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de l'EPS. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui peut ressortir peut-être des assises, c'est la question de la formation. Et donc, évidemment, ont été discutés beaucoup les moyens en formation, que ce soit en formation initiale ou continue, qui expliquent aussi les difficultés des candidats sur les concours. Donc les pistes qui ont été évoquées, le lien vraiment plus fort entre la formation initiale et la formation continue, avec des moments communs, comme par exemple ces journées ici pédagogiques qu'il peut y avoir. Mais c'est vrai que la plupart des événements qui sont organisés maintenant cherchent à faire vraiment ces liens-là entre les profils, mais aussi entre différents types de connaissances, des connaissances scientifiques, des connaissances théoriques, pratiques. Et je crois que là aussi on a un vrai rôle à jouer sur l'articulation entre ces différentes formes de connaissances pour ne pas tomber encore une fois dans la segmentation.
Mais les assises, alors peut-être que certains d'entre vous y ont participé, on note aussi une difficulté à mobiliser en fait alors l'objectif du départ des assises, c'était d'essayer d'identifier des éléments communs entre tous les acteurs de l'EPS. Donc on a réussi à peu près à avoir autour de la table les syndicats, les associations, l'inspection, les différents acteurs et institutions autour de l'EPS. Pour autant, le chemin est encore très très long sur identifier ce qui nous rassemble et ce qui nous est commun. Mais au regard de ce qu'a dit Mickaël sur la défense aussi de la discipline ou sur tous les dispositifs qui nous mettent en difficulté, je suis en tout cas persuadée que cette recherche de trouver ce qui nous est commun est fondamentale pour les années à venir. Parce qu'en fait, à vouloir toujours défendre, à dire non, ça c'est pas l'EPS, les dispositifs, ça c'est pas ce qu'on fait, c'est pas ça la vraie EPS, en même temps, est-ce qu'on est capable vraiment de définir ce qu'on fait et d'être d'accord sur des lignes communes de ce que pourrait être l'EPS. Et je crois que les débats internes qu'on a sont clairement assez illisibles de l'extérieur, mais aussi même dans notre ministère ou ailleurs. Et je pense que ça nous fragilise. Alors évidemment, les débats ils sont essentiels pour qu'on avance collectivement et en même temps, je pense qu'ils nous fragilisent aussi, notamment d'un point de vue technique. Donc j'espère qu'on arrivera à ce que les assises continuent et justement à dépasser un peu ces questions pour remettre au cœur de l'EPS la dimension corporelle, la dimension culturelle, l'expérience vécue des élèves et les interactions qu'ils peuvent avoir par rapport à ça. Donc voilà, j'espère avoir répondu à peu près et donné en tout cas quelques pistes de discussion sur ces questions-là. Oui. Merci Léa pour l'intervention et pour les éléments que tu as apportés. Qui nous amène également justement à nous interroger sur notre histoire et aussi sur l'orientation politique, au sens noble du terme, qui est l'ensemble de choix qu'on a cité, de notre discipline. Et alors quand tu dis qu'on ne sera peut-être pas d'accord, mais c'est pas un problème. Parce que la revue dont je parlais tout à l'heure du Centre EPS Société, ça s'appelle Contre-pied. Et Contre-pied, c'est justement pour susciter la controverse. Dès l'instant où on accepte la contradiction et on a plutôt des convictions que des certitudes, le débat est toujours porteur. Donc c'est pas un problème, c'est même recherché. Alors, comme je disais, ça nous permet de questionner sur l'orientation politique. Parce que comme tu l'as dit juste avant, c'est pas forcément lisible. Et à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on enseigne? Et donc là, il y a une question très politique sur ce sens-là. Et ça me permet de faire la transition avec Jules. Alors, pour info, Jules, les deux collègues ont réussi à tenir en même temps en partie. Voilà. Et donc, Jules, je vous poserai deux questions. Et vous allez voir qu'on n'a pas été plus clément avec les camarades sur l'ampleur de la question, parce que la première est la suivante. Ça pourrait prendre des semaines. Est-ce que tu pourrais nous donner, Jules, de ton point de vue en tant que militant syndical, quel a été le rôle de la profession et du SNEP dans la façon dont l'EPS s'est construite des années 80 à nos jours? Déjà, c'est la première. Et la deuxième, en quoi et comment cette construction interroge nos disciplines aujourd'hui, et notamment, j'aimerais que tu nous donnes ton analyse, encore une fois, là, sur une phrase qu'on a repris de l'ouvrage que je citais tout à l'heure, qui est la suivante. La croyance d'un sport santé par le simple fait de bouger, mais aussi d'un sport éducatif en soi, est au cœur de la politique actuelle. Dit autrement, comment est-ce que tu vois d'une part l'évolution de l'EPS dans son rapport à la finalité santé, qui lui est de plus en plus assignée en lieu et place de ses contenus propres, liés à l'évolution du contexte, la sédentarité, on a fait un lien tout à l'heure, mais aussi par rapport au Covid, et de façon plus générale. Et puis d'autre part, comment est-ce que tu vois cette évolution aussi dans un contexte où on voit aussi les dérives constatées chaque jour dans le sport médiatisé, le plus souvent le sport business de haut niveau et le plus souvent en masculin. Voilà, donc encore une fois, des questions larges et un temps réduit, mission pour toi. Très bien, bon, alors, pour le survol, c'est pas difficile. Si nous avions perdu ce qu'a dit Mickaël, les luttes sur l'EPS dans les années 70, on ne parlerait plus de l'EPS aujourd'hui à l'école. Et ces luttes ont été impulsées principalement par le SNEP, pas seulement, parce qu'à ce moment-là, nous avions un syndicat à l'époque, adjoint d'éducation physique, bref, le SNES. Nous avions aussi la FEM, mais c'était le SNEP qui était celui qui menait les luttes et qui a donné leur direction. On a eu des conflits entre nous, mais nous avons gagné sur l'essentiel. Parce que le KPF 170, il y avait des sages en club.
L'idéal d'abord c'était de finir la culture spécifique de l'EPS. Et ensuite, ben écoutez, il y a eu des bagarres telles qu'en 81, le programme commun de la gauche ne pouvait pas contourner l'idée que nous portions, avec toute la profession, d'intégrer l'EPS à l'éducation nationale. Je voulais faire remarquer qu'en 1978, suite au plan 60, on avait fait une manif nationale de 18 000 personnes. Rendez-vous compte, c'était 60% de la profession était devenue déficitaire pour sauver ce que le plan 60 nous réserve. La gauche a intégré nos propositions et j'ai envie de dire, je suis d'accord avec Michael, que 89, c'est une histoire, il y a un peu une histoire symbolique et un peu mythique, visible, c'est-à-dire on a basculé à l'éducation nationale, on a eu, bref, vous connaissez tout ce que nous avons pu acquérir, mais ces conquêtes n'étaient que ce que la mise en forme des propositions que nous avons faites et que nous avions longuement négociées avec tous les proches de Mitterrand. On a eu de très nombreuses réunions avec eux, on s'était entendu au millimètre, on avait même réussi à obtenir un rapport parlementaire qui nous annonçait 1500 postes pendant 10 ans, etc. On était en pleine fourrie. 81, je l'ai vécu très heureusement, c'est le seul moment que j'ai vécu heureusement les périodes historiques, je ne l'ai plus vécu après. Mais ça, c'est l'apparence. On a eu en dessous de ça un 81 non dit, qui a été meurtrier. D'abord, les 3 heures, on avait affiché le thème que nous avions gagné sur les 3 heures, en fait on n'avait pas du tout gagné, mais comme tout le monde a joué au con, on avait fait, rendez-vous compte, 10 jours après l'installation du gouvernement, une campagne de pétition pour faire que les 3 heures soient retournées dans notre service. Ils ont sorti une circulaire de juillet 17 dans laquelle une circulaire contredisait un décret du Conseil d'État. Mais je veux dire, quand tu dis le rôle de la profession à 19, eh bien, jusqu'en 2014, où nous avons obtenu les 3 heures dans le service, écoutez bien, personne n'a osé remettre en cause les 3 heures que nous faisions effectivement dans le service. Quel meilleur exemple, d'abord, dire que l'activité syndicale c'est du souffle, et deuxièmement, que finalement ça se passe comme une action que du jour au lendemain, on nous donne satisfaction. Le jeu politique, c'est bien que dès qu'on donne satisfaction, ça entraîne un développement des luttes. Donc, toutes les théories successives, c'est de différer au maximum les satisfactions liées au jeu. Bon. Mais après ça, eh bien, écoutez, l'éducation physique s'est retrouvée dans une série de disputes et de conflits dont seulement, aujourd'hui, on n'en va même pas là-dedans. Je n'ai pas du tout l'optimisme de Léa quand elle dit je pense que non. Il n'y aura pas, à mon avis, à l'état actuel du débat entre nous sur le PS, il n'y aura pas, à mon avis, de grande convergence. Mais c'est pas grave, ça. Le syndicalisme, comme la politique, c'est un débat sans fin. Le seul problème, c'est de faire en sorte que ce débat ne soit pas mené dans des petites sectes, mais soit porté auprès de toute la population. C'est le travail que nous avons mené sur la question des programmes, dont d'ailleurs, il me semble que la direction nationale doit sortir des programmes alternatifs. Donc, le SNEP, écoutez, on a eu la seule victoire, vraiment tangible, ce sont les 4 heures de PS en 6e. 94, donné par un gouvernement de droite. On pensait qu'un gouvernement de gauche était fait pour l'émancipation et que le cœur de la gauche, jusqu'à une certaine date assez lointaine maintenant, elle se fondait sur la qualité de l'émancipation portée par l'école. Ce truc-là, ça a été effacé. Maintenant, on fait des transformations de l'école qui, on ne sait pas, si on occultait les propositions, on ne sait pas si elles sont menées par la droite ou par la gauche. Donc, on a eu une transformation profonde de l'école qui fait qu'entre 82 et 2022, aujourd'hui, eh bien, la gauche est passée de 50% à moins de 30%. Pour ça, je ne veux pas ici en faire m'éterniser, mais c'est essentiel pour entre nous, juger des forces qui sont susceptibles de nous aider pour porter l'idée d'une transformation importante, sinon radicale de l'école. Nous sommes dans une phase
un peu une impasse du point de vue de nos luttes. Et ces impasses-là, elles sont portées dans les différentes instances qui transforment l'école, je dirais, d'une émancipation à une gestion de la crise sociale. Et d'ailleurs, cette gestion de la crise sociale, elle se voit très bien avec le sort qui est réservé au lycée professionnel. On ne sait même plus s'ils sont à l'éducation nationale ou au ministère du Travail. Ils sont entre les deux. Alors l'éducation nationale, Pape Diaye, il ne dit pas grand-chose, ça revient des grèves, et la ministre du Travail, elle se tient quoi. Bon, c'est pas très courageux, mais enfin, dans les hommes qu'on médite. Donc, partant de là, je crois que sur ce qui fait l'éducation physique, sa partie administrative, sa partie statutaire, il n'est pas interdit qu'on aille vers des transformations plus ou moins lourdes. J'ai vu un rapport de Longuet du Sénat de 2022, novembre 2022, dans lequel il esquisse de manière finaude, parce que c'est un filou, que finalement on pourrait peut-être payer les enseignants suivant la discipline qu'ils exercent, voire les lieux dans lesquels ils exercent. Ces idées-là, j'avais entendu ça dans les radios il y a un an. On nous l'a déjà servi il y a quelque temps, cette idée-là, que finalement, au nom de la transformation de l'école, et pour se donner tous les moyens de réussite sur les disciplines fondamentales, finalement, tout le monde ne participe pas avec les mêmes efforts selon les disciplines. Rappelez-vous que Fillon, en 2005, 2004, au moment où il faisait son socle, il avait supprimé, il pensait que l'éducation physique ne faisait pas partie des disciplines fondamentales. Et c'est pour ça qu'elle n'était pas dans le socle. Et c'est pour ça que nous avons mené une guerre terrible pour la faire rentrer par une porte presque dérobée, avec quand même plus de 450 000 signatures, exploit, signature papier, exploit qui n'a jamais été réalisé depuis cette année. Donc, l'activité, alors elle est portée différemment suivant les collègues. Ça, quand on lance un mot d'ordre de grève, on y va, on discute, on ne peut pas libérer les gosses, on ne peut pas, on a tous les arguments, mais enfin, importe peu. L'essentiel, c'est qu'une profession soit capable d'exprimer à hauteur des espoirs qu'elle porte, je dirais, ses propres exigences. Donc, nous en sommes là. Deuxièmement, ensuite, nous avons une spécificité dans le SNEP, c'est que nous traitons des questions corporatives, et en même temps, ça nous est totalement réfléchi en permanence par les inspections générales, par les IPRIA. Bon, il faut bien qu'ils aient quelque chose à dire, parce qu'ils n'ont jamais admis que le SNEP puisse avoir un point de vue pédagogique. C'est rare. Le SNES n'avait pas ça, ils sont en train d'y venir. Le SNI le portait depuis toujours, pour des raisons historiques. Il y avait que le SNI, vous ne connaissez pas le SNI certainement, maintenant ils sont passés à l'UNSA, mais c'était le syndicat des instituteurs. Ils avaient un travail pédagogique important que pour aujourd'hui l'UBP passe au même. Nous, on s'est toujours intéressés à la question des contenus d'éducation physique. Et on s'est intéressé pourquoi? Parce que historiquement, le cœur du débat professionnel, il est simple. C'est les rapports de l'éducation physique et du sport. Je dirais de l'éducation physique et sportive et du sport. Le SNEP dit simplement que l'éducation physique, c'est l'étude des absents. Dans le milieu, c'est une petite révolution pour ceux qui pensent que le PS, c'est d'abord de la motricité, c'est d'abord du corporel, c'est d'abord, etc. Bon. J'ai bien entendu ces choses-là. Les débats, de toute manière, seront obligés d'avancer, mais si, et je suis d'accord avec ça, avec ce qu'a dit Michael, si les enseignants abandonnent les absents seront pris par d'autres. Et historiquement, ça s'est toujours fait comme ça. Et là-dedans, il y a une théorie qui a été esquissée, qui est d'ailleurs oubliée dans le livre que vous citez de généraliste, c'est la théorie qu'a faite Paillou des rapports du sport et de l'EPS, c'était en 88. Colloque de la Sorbonne, fondateur de la vision qu'a porté toujours le même vers Brigitte Henriquez récemment, c'est de dire, c'était la théorie de Paillou, qui était la théorie de la philosophie toujours portée par le comité olympique. L'école, ça plaira donc tous ceux qui veulent faire de la motricité et tout ça,
L'école, c'est de la motricité ludique. Il ne faut pas que les gosses s'ennuient. Par contre, l'approfondissement des disciplines, c'est le club. Et c'est pour ça que le club doit être à l'école. Théorie de Fillon, les clubs doivent être à l'école. Théorie de Valérie Pécresse, 2022, qui propose que les clubs soient dans l'école. Et ensuite, je ne vais pas vous donner la parabastée d'initiatives qui ont été prises depuis 1970, qu'on a appelé, nous, les expédients. C'est-à-dire, en gros, pour ne pas donner les moyens de croissance d'horaire à l'EPS, de recrutement, eh bien, on invente des histoires à cheval, les uns les autres, c'est-à-dire, pensant que la misère du sport plus la misère des questions physiques, ça faisait un vrai bonheur. Voilà. On s'est évertué à se battre contre ces orientations, et d'ailleurs, quand vous regardez le 2S de C, Blanquer, qui disent, mais attends, le 2S de C, oh non, ça n'a rien à voir, le sport avec l'éducation physique. On en rajoute. Sur la rupture, si on fait une rupture, si l'éducation physique n'a plus le contenu sportif, on n'ira pas loin. On sera bouffé par les extérieurs, par le mouvement sportif qui fera à l'école, avec autant d'intervenants possibles, l'éducation physique que devrait porter si elle a un contenu sportif. De ce point de vue, je voudrais dire que notre position soit bien comprise. On a toujours défendu, on a écrit un bouquin là-dessus, ce qu'on appelait le culturalisme. Quand on parle de culturalisme, vous savez, c'est pas nous qui avons choisi d'être, nous, les culturalistes. On nous a assublés de ces qualificatifs. Et donc, voilà, on va dire, les culturalistes, on l'assume parce que justement, l'idée du culturalisme, c'est de faire en sorte que la culture humaine d'aujourd'hui, elle s'émancipe par l'absorption d'un patrimoine que créent les générations successives. Le culturalisme, il est là. Et là-dessus, elle vient de l'idée, c'est quoi le sport? C'est pas quand tu me mets une question avec le sport médiatisé, mais tu prends le sport par le petit bout de la lorgnette. 2 minutes. Par le petit bout de la lorgnette, pourquoi? Parce que le sport, il faut le séparer. Il faut séparer, j'avais dit, l'essence du sport de son existence. Le sport, c'est l'inventivité humaine appliquée à sa propre, je dirais, à sa propre condition physique. C'est-à-dire, on invente des quantités de techniques pour approfondir les capacités d'action que nous avons. Dans le sport, on sort de la motricité quotidienne, on sort de la motricité professionnelle. On invente une motricité dans un temps libre, dans un temps qu'on se donnait, avec les règles que l'on se donne. C'est ça que l'on doit faire comprendre, qui est le moteur même de l'inventivité humaine. Ensuite, ben écoutez, on nous dit le sport, c'est médiatisé et tout. Tu crois que les chefs d'orchestre ne sont pas, les grands chefs d'orchestre, j'ai des rapports là-dessus, complètement horribles, sur la manière où ils sont grands chefs d'orchestre, mais ils savent ramasser les dollars aussi bien que Mbappé et tout ça. Quel que soit, et j'ai vu même des débats tout récemment sur les sciences, dans lesquels on a dit, bon, il y a un principe une éthique de responsabilité et une éthique de conviction, Max Weber, mais actuellement on s'est aperçu dans le dernier débat que nous avons eu sur le Covid, on a eu une parabastée de scientifiques ayant plus des placards de médailles comme ça, comme les généraux soviétiques, et bien, qui nous ont dit n'importe quoi à la télé et à la radio, dans lequel la France a dit, mais attendez, il faut qu'on se ressaisisse. Bon, donc, je crois que si on ne prend pas le sport dans ce qu'il est le plus intimement humain, c'est-à-dire qui fait que l'émancipation est née de l'ordre du développement des capacités d'intervention de l'individu sur des finalités qui ne sont pas professionnelles, qui sont pour le plaisir de soi, pour la découverte de ses propres capacités. Si on confond ça avec la manière dont la radio, la télé, etc., bon, on est foutu. Donc reprenons sur l'essentiel, et je pense que l'éducation physique, je termine là-dessus, elle doit porter exactement là-dessus. Donc je comprends bien que, vu ce qu'a dit Léa, le débat va se produire de très nombreuses années. Il se perpétue depuis le début du sport en France. Donc on a, écoutez, j'ai un certain âge, j'en dirai pas le coup. Merci.